Bonjour pour le numéro 7. Bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour tout le monde. Le numéro 7 de Sharp, juste avant l'inauguration du président Trump, qui va précéder, je pense, une salve absolument incroyable de transformation brutale, à la fois pour la tech et pour les médias. Je crois qu'on n'a jamais vu à la tête d'un grand pays autant de patrons, de Musk à Zuckerberg, en passant par Bezos, auprès d'un pouvoir politique, avec des risques de conflit d'intérêts à tous les étages. Et puis, la puissance américaine, parfois dans ce cas-là de pire. Donc, il va y avoir en plus des affrontements avec l'Europe. Donc, ça va être très rock'n'roll. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a envie de parler d'autre chose. Parce que ça va être une déferlante après. Il y a un sujet sur le Japon que je traiterai, et puis il y a aussi le formidable succès que tu as connu avec Média en scène. Tu veux en dire quelques mots? Oui, donc on a accueilli, 6 500 personnes. Alors certaines, ont eu du mal à rentrer le matin, parce que c'est vrai qu'on a eu, un cumul entre, une intervention de Luc Julia et une intervention sur la fabrique de l'information qui était très intéressante. Donc le matin, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Mais, voilà, beaucoup de sujets abordés, une centaine d'intervenants, 350 étudiants qui venaient Oui, aussi, s'acculturer, produire des choses, une vraie petite ruche. C'était très chouette. voilà, c'est Donc la rançon de la gloire. voilà, voilà. En tout cas, le sujet intéresse et c'est vrai que c'était un peu une édition de combat, Ouais. et évidemment le combat continue. Ah oui, il n'est pas terminé. Justement, je voulais commencer en parlant du Japon. À la fois parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup, à la fois pour les ICC, mais de manière générale parce que c'est à la fois une énorme puissance technologique, depuis toujours, grand public et professionnel. Ils ont été les premiers sur les robots et sur beaucoup d'éléments qui sont liés à l'IA. Et qui est aujourd'hui dans les cordes, économiquement, démographiquement, mais qui a une grande particularité, c'est de passer à l'action, un peu comme les Coréens, on en parlera peut-être, et pas d'être simplement enfermé dans des mécaniques juridiques. Je voulais rebondir sur un sujet qui est passé remarquable sur France 24. On va en voir le début parce qu'il fixe bien Dans le ce décor studio de l'usage d'animation de l'IA japonais, pour la productivité dans un l'intelligence studio manga. artificielle est devenue un outil quotidien. Waouh, c'est super! Cette suggestion de maison est parfaite pour mon personnage. Il y a encore un an, les employés perdaient ici des heures pour trouver une bonne idée ou dessiner leur personnage à la main. Aujourd'hui, l'IA les assiste dans 60% de leurs projets. Quelques consignes suffisent à obtenir des images de manga, des petites retouches à la main, et il est même ensuite possible de donner vie à l'image. L'intelligence artificielle crée de nouveaux dessins à partir du premier et les synthétise en une animation. Là, vous voyez la dernière version. J'ai juste repris le mouvement de l'eau et quelques éléments. Avant, avec la méthode classique, ça m'aurait pris 5 jours pour réaliser cette animation, alors que là, ça n'a pris que 20 secondes, grâce à l'IA. Voilà, on est au cœur de la discussion. Chaque intelligence Efficacité. artificielle a sa fonction propre, alors ce studio utilise une dizaine de sites dédiés. Coût total, près de 630 € par mois. Le résultat est rarement parfait du premier coup, mais le gain de temps reste considérable pour les 6 employés. Voilà, on est au cœur de la discussion. C'est un outil d'efficacité, un outil de production, de manière pragmatique, comme les Japonais ont toujours fait et l'ont mis en œuvre. Et ils passent à l'acte avec des résultats économiques incontestables. Et je trouve que ça, c'est déjà quelque chose de notable. En plus, ils le partagent. Hein, c'est pas caché du tout. C'est lié aussi à une prise de conscience qui a été brutale l'année dernière, parce que c'est une énorme industrie, le manga économique. Et l'année dernière, il y a eu un énorme scandale, puisqu'il y a eu le premier manga tout IA qui est sorti. C'était il y a juste un an. On peut regarder le ton et le style du sujet que le Parisien d'ailleurs avait fait. Voilà, Cyberpunk Pitch John. Gros scandale au Japon et dans le monde entier, puisque les gamins qui aiment le manga sont des puristes. Sachant que c'est également au Japon que le plus grand prix littéraire, en 2024, était un roman, partiellement écrit à l'IA. Exactement. Au point que l'auteur se planque derrière un avatar. Il ne veut pas être reconnu. Il répond à des interviews avec un. Donc on voit bien l'atmosphère il y a un an. Hein. Donc entre-temps, il s'est passé énormément de choses. D'ailleurs, le sujet de France 24, il revient. Il y a eu une réaction des syndicats, parce qu'il y a des syndicats de mangaka.
qui ont défendu leur business, qui ont demandé une protection sur les droits d'auteur, puisqu'évidemment le moteur IA a été entraîné. Et ça, c'est une des particularités du Japon. En fait, comme ils ont une culture très différente, ils n'ont pas nécessairement systématiquement les références américaines. Donc forcément, le moteur qui fait du manga a été entraîné sur des mangas japonais. Mais forcément. Donc protection du droit d'auteur. Et puis l'autre phénomène qui est très très fort, c'est que même le gouvernement qui est a priori très libéral a mis en place un système de lutte contre la piraterie, mais construit avec de l'IA. Voilà, donc on est dans une réaction qui est collective. Et c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à l'Europe. Là, il y a aussi une réaction de développement, quoi. Est-ce que le Japon pourrait faire partie d'un front avec l'Europe, le Canada, l'Australie, qui sont assez actifs sur la réglementation et la mise à distance des grandes plateformes américaines? Ah oui, moi je crois qu'en fait, ils en feraient partie, mais peut-être pas de manière politique au sens strict, parce qu'ils sont tellement liés aux États-Unis à tous les égards. Mais en revanche, des syndicats ou des organisations qui défendront leurs intérêts. Quand on va là-bas, on voit que c'est un mélange très fort avec la culture américaine. Quand on voit Nintendo, c'est un concurrent extraordinaire. C'est à la fois une industrie. Ils l'ont totalement inventé. Ils sont hyper puissants et l'année prochaine, il y a des grands jeux qui sortent. Ils défendent les marques sur le système américain. Ils sont pas comme nous nécessairement sur le copyright, mais il y a aussi des droits d'auteur. Donc, en fait, ils ont la position idéale parce qu'en plus, ils ont des grandes entreprises qui sont des puissances dans le manga ou dans le jeu vidéo et globalement dans la pop culture, même s'ils ont perdu par rapport à la Corée. C'est une approche pragmatique aussi. Donc Mais le je pense gouvernement... le Japon partage avec la Corée quand même des systèmes numériques nationaux fermés. C'est vrai que il y a Kakao, etc. en Corée. Il y a effectivement des systèmes qui sont culturellement, de toute manière, assez fermés. Et donc, c'est peut-être pas par la réglementation, mais peut-être par le développement de ces plateformes alternatives qu'il y a une forme de défense, en tout cas des spécificités nationales. Et par la technologie. Parce qu'il ne faut jamais oublier, il y a Samsung en Corée, ils font des téléphones, ils sont impliqués à fond dans toute cette fabrication. Au Japon, c'est pareil, il y a toutes les grandes puissances électroniques. Donc il y a un mélange qui n'est pas du tout celui de l'Europe ou du Canada, parce qu'en derrière, il y a des énormes intérêts industriels. Donc il y a toujours un temps d'avance. Ils ont été les premiers à passer en 3G, je me souviens, tout le monde... quand j'étais chez Microsoft, tout le monde allait voir en Corée ce qui se passait pour voir ce qui allait arriver dans le monde. Donc il y a toujours une capacité d'anticipation et de planification avec une intervention gouvernementale, mais énormément d'entreprises aussi. Ce qui se passe en Corée, tu le sais mieux que moi, c'est aussi des initiatives d'entrepreneurs, de producteurs qui développent sur la base de technologies. Donc et puis une bonne dose de paranoïa nationale, enfin paranoïa, c'est justifié, mais c'est quand même la Corée, c'est quand même un pays en guerre, donc en guerre larvée, donc qui a des systèmes de sécurité et qui est pas mal sur des systèmes nationaux fermés quand même. Exactement. Et le fait, la compétition avec la Corée, elle est très très forte aujourd'hui entre la Corée et le Japon. Moi, je travaille sur une initiative avec Olivia Papini, qui est une prof, mais aussi une entrepreneuse qui travaille beaucoup avec le Japon, avec des producteurs japonais. On espère pouvoir le faire pour le kiff, parce qu'on se rend compte qu'en fait, leur approche est très pragmatique. Ils font de l'IA, ils font plein de choses, et ils développent aussi des produits avec une approche nationale, puis ensuite une volonté internationale. Donc, ils vont arriver bientôt en France et en Europe parce que, exactement comme tu le disais, c'est peut-être pas un front au sens structuré au militaire, mais on a des intérêts communs et on a intérêt à les défendre chacun à notre manière, mais on va devoir affronter les rouleaux compresseurs américains. Voilà. On a clairement des convergences de vues puisque la Corée, elle a transposé quasi à l'identique la RGPD. Enfin, le RGPD. Et donc, en termes de structure sur les données et d'approche de la donnée, on est très similaires. Et alors, c'est aussi, je pense, un terrain de jeu pour les Américains. Il y a eu ce phénomène qui a été remarqué, qui a provoqué une levée de bouclier, c'est que Netflix, dans une série qui était faite au Japon, a annoncé utiliser de l'IA pour fabriquer les décors. On regarde un peu la bande-annonce. Ça a fait une levée de bouclier incroyable. Pareil, parce que les fabricants de manga ont dit maintenant, tu commences par faire les décors, mais ensuite tu vas faire toute la création et toute l'animation. Et là, on voit la bande-annonce de Netflix Japon.
ça ressemble à un manga, hein, mais tous les décors ont été fabriqués à l'IA. Donc il y a un mélange entre l'hybride, quoi. Ça, c'est fabriqué probablement avec de l'IA. Et en revanche, les personnages, les gros plans, les animations sont faites de manière traditionnelle. Évidemment, ça doit diviser les coûts de production de manière spectaculaire. Et ça a provoqué une levée de boucliers des syndicats japonais. En même temps, c'est des codes tellement identifiables, enfin ça marche bien, quoi. Et c'est de la production industrielle, hein, faut pas non plus se raconter d'histoire. Il y a aussi une part de production industrielle. Alors les vrais fans de manga vont dire tu racontes n'importe quoi, c'est de la création. Mais par rapport à d'autres formes d'animation ou par rapport à d'autres... du coup, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Ça a vraiment fait un gros bruit au Japon parce que, en plus, c'est une boîte américaine. Hein, c'est Netflix. Et on voit bien que les boîtes américaines, et particulièrement Netflix, utilisent des productions locales et puis les distribuent dans le monde. Donc si jamais ce programme cartonne, ça va donner le là de toute une nouvelle production hybride, évidemment beaucoup moins chère, et puis faisant pas travailler les mêmes compétences. Donc ça a fait une réaction. Et là aussi, je pense que à la différence de l'Europe, où on va avoir tendance à les interdire ou à rentrer en procès, ce qui a du sens, là c'était plus une réaction, disons, collective. Mais j'ai pas vu le résultat final. Je crois qu'il n'est pas encore en ligne. Mais voilà, la bande-annonce donne le là, quoi. C'est vrai que s'ils divisent des coûts, ne serait-ce que dans les mêmes proportions que le sujet qu'on a vu, ça change toute la vie du producteur et ça change la vie du diffuseur, enfin de la plateforme. Donc je pense que c'est des formidables terrains d'expérimentation. On va y revenir de toute façon. Je pense que dans l'année, pour prendre des bouffées d'air frais, ce sera bien de faire des petits tours en Asie. Et voilà, je trouve que pour commencer c'est l'année... clair que l'IA chinoise en vidéo, elle est vachement bonne. Hein. Même les moteurs, les fondations, les moteurs sont exceptionnels. Alors après, ils sont souvent contrôlés par le parti, hein, c'est-à-dire c'est ça, c'est que peux, c'est super, mais on n'a pas envie de l'utiliser. Mais tu peux pas représenter Xi Jinping. Tu peux pas, enfin même il y a eu des personnages qui détournaient Winnie the Pooh, je crois, et c'était en fait, ils parlaient de Xi Jinping, ils ont été interdits. Ou si tu veux les utiliser, tu es obligé d'utiliser le cloud qui est basé en Chine. Donc il y a plein de posts qu'on voit notamment sur LinkedIn de gars qui disent c'est génial, c'est génial. Alors c'est vrai, super qualité, mais pas vraiment open. Mais on risque aussi de voir les mêmes choses, puisque il y a eu des scandales, notamment chez Midjourney. On s'est rendu compte que quand on disait banlieue française, ils nous envoyaient directement dans le Bronx. Hein, ils ont changé leurs entraînements, parce que sinon, banlieue, pour eux, c'était le Bronx, quoi. oui, donc on est dans les mêmes problèmes. Hein. Il ne figure rien d'afghan, par exemple. Si tu tapes un tapis Exactement. afghan ou un combattant afghan, syntaxe Ça marche error. pas. Voilà. Donc je pense que le fait de bouger, de comparer l'IA américaine avec l'IA japonaise ou avec les retombées de l'IA chinoise, je pense que va être une nécessité parce que Sam Altman, il sera aussi à l'inauguration de Donald Trump. Hein, il a donné $1 million comme tous les autres. Donc on est dans un contexte américain où il y a même eu une note du patron de la sécurité nationale de comment il s'appelle de Biden qui a tirer un énorme signal d'alarme en disant que ça se joue dans les 3 ans, la compétition entre la Chine et les États-Unis sur la domination de l'IA. Donc ils vont être à fond et je pense qu'on va avoir des choses exceptionnelles, mais aussi compliquées à gérer. Oui, parce qu'il est aussi question de domination technologique, mais il est aussi question de domination culturelle, parce que voilà, une IA nourrie à des contenus asiatiques va pas forcément produire ce que la culture occidentale attend, et inversement. Inversement. Alors ton sujet de la semaine. Eh bien, moi, c'est une litanie, c'est médias en scène, évidemment. Donc, résumer une profusion 100 intervenants sur 4 sites, c'est toujours très compliqué. J'ai choisi peut-être de parler avant tout de ce qui s'est dit sur l'IA et notamment de ce qu'on a organisé comme parcours spécifique pour les gens de médias. Donc c'était au siège des Échos Le Parisien et on a parlé principalement de ce qui se passe en réalité à la fois dans les rédactions et dans les unités créatives des médias.
Donc finalement, une bonne photographie de ce qui se passe vraiment en dehors des promesses, des démos, de cet effet démo. Et donc, notamment, on avait une table ronde sur IA et journalisme, tout partout où l'IA s'impose dans les rédactions. Et évidemment, il y a la composante workflow, optimisation des workflows dont on entend beaucoup parler. Bien sûr. Donc, notamment, on avait une intervention du Financial Times qui nous expliquait qu'ils avaient en fait créé un AI Playground qui était la liste des études de cas que la rédaction souhaitait mettre en œuvre. Et donc, pas mal de choses autour de l'aide à l'édition, à la fois l'aide à la titraille. C'est un peu comme ce qu'on a vu avec les Japonais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est rentré dans le quotidien maintenant, cette IA. Tout à fait, c'est vraiment devenu une utilité. Hein, donc, aide à la titraille, aide à l'optimisation SEO, aide à la publication de posts correspondant à l'article. Voilà, tout ça sous forme de suggestions. Et sachant que la suggestion de titre se nourrit de l'historique des titres du journal, donc propose des choses qui sont dans la couleur du journal. Donc, c'est des choses qui sont des facilités que les journalistes prennent en main ou pas. Et il se trouve qu'ils le prennent en main. Mais ils décident, c'est eux qui décident. Enfin, ou le titreur, oui. Ça reste l'humain qui décide. En fait, ils ont un CMS, donc un outil d'édition sur lequel ils publient déjà des articles et on leur ajoute des fonctionnalités qui sont: est-ce que vous voulez que je vous propose un titre, une photo, une synthèse en bullet point, mais il y a une validation humaine, audio, etc. C'est un pilotage, mais c'est toujours un être humain qui dit oui, non, refais-le-moi. Tout à fait. Tout à fait, qui peut ne trouver aucune des 10 propositions satisfaisantes. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même rentré de manière assez générale dans les rédactions et je dirais que ça c'est fait, presque, quasiment. Après, il y a d'autres utilisations très intéressantes et créatives. J'en citerai peut-être 2 ou 3. La première, c'est la possibilité de réutiliser ces contenus à d'autres fins. 2 exemples. France Média Monde, donc, qui édite dans un grand nombre de langues, y compris des langues peu prises en charge par les IA, les langues africaines, les langues arabes qui sont peu prises en charge, propose finalement, pour mieux utiliser tous les assets qui ont été produits, une interface de traduction qui est basée sur ces programmes passés, et qui permet finalement d'aller exploiter quelque chose qui est produit en Asie sur les antennes africaines, donc une meilleure allocation des ressources. Et puis une initiative intéressante qui a été faite par Radio France et plus particulièrement les antennes de ICI, anciennement France Bleu. Donc il y a 44 antennes et ils ont expérimenté pour une émission spéciale avec Michel Barnier à l'époque sur l'agriculture, une sorte de démultiplication des antennes locales. C'est-à-dire qu'il y avait l'émission avec Michel Barnier et juste avant, chacune des antennes locales a fait une émission spéciale agriculture à la rencontre des agriculteurs en local. Mais avec de l'IA, c'est-à-dire avec un dispositif qui permettait de montrer les points communs. Avec qu'est-ce que ça a apporté? En fait, ils ont fait du speech to text, c'est-à-dire qu'ils ont très rapidement pris en charge les 44 éditions et fait une sorte de résumé avec les points communs et les différences qui a été soumis, sur lequel on a fait réagir l'invité Michel Barnier. Donc, c'était une façon je trouve assez innovante de finalement valoriser de l'info locale au niveau national. Et ça peut être aussi l'inverse. Donc, ça ouvre aussi des perspectives d'enrichissement. À partir de ce qu'on a et à partir de ses propres données, en fait, c'est des dispositifs de RAG ou en tout cas d'utilisation de tes propres données en interne pour sortir quelque chose de spécifique. Là aussi, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui maintenant depuis longtemps ont des données en fait et qui les utilisaient qu'en fonction des ressources humaines. Et là, tout d'un coup, l'automatisation de ce traitement refait de l'info en fait. Ça refait quelque chose d'intéressant. Pareil pour ce que tu disais sur le Financial Times, qui est une machine à faire des données, puisque ça traite de l'information financière et économique, et qui là crée en plus du contenu avec du sens. Toujours avec des contrôles humains ou c'est automatisé? Alors, il y avait un contrôle humain et d'ailleurs sur les 44 antennes, 2 n'ont pas fonctionné. Donc, on était vraiment dans l'expérimentation, mais ça ouvre des formules
Ouais. pour Bleu, pour France Bleu, qui sont vraiment, Pour intéressantes, quoi. De se ici. dire, on peut peut-être dupliquer et refaire remonter. En plus, je trouve que politiquement, c'est très intéressant, faire remonter un peu des choses du terrain, de manière, systématique et ordonnée, quoi. Alors la théorie, c'est que ça va aussi te permettre de personnaliser. Ça veut dire que tu vas faire les 2 mouvements en même temps. Théoriquement, l'IA, ça te permet de personnaliser pour, ici, Le Mans, ou je sais pas, ici, Mmh. Marseille, la partie qui concerne dans la réponse du Premier ministre, l'agriculture, nationale et puis la partie qui concerne le local. En tout cas, c'est la théorie. Tout à Si j'ai les fait. données locales, je peux aussi les mettre au même niveau que la donnée nationale. Alors, effectivement, pour moi, dans le travail des rédactions, l'implémentation, il y a à la fois l'IA pour produire et puis après l'IA pour restituer, pour faire des choses qui sont personnalisées ou à la demande. On avait notamment un exemple de Dataina, qui a analysé, 1 000 000 d'heures, de JT, donc avec tout l'historique et qui a produit un moteur en langage naturel qui permet d'analyser comment un sujet a été produit. Donc on Génial. choisit le sujet, il y a des personnalités clés qui sont mises en avant, et on peut choisir sa période et son type de média. Donc, on peut vraiment aller naviguer dans ce lac de données Mmh. pour aller en tirer des enseignements pour soi. Donc, c'est pas pour l'antenne, mais c'est un service supplémentaire. Pour les Et journalistes, hein. C'est les journalistes comme ça, ils travaillent non, c'est différemment, grand en fait. public, c'est grand C'est grand public. public Vous aussi, pouvez vraiment d'accord. aller voir comment on a traité les commémorations du décès de Charles de Gaulle Si je et suis comment on a intéressé, traité tout Charles de ça, Gaulle dans l'histoire. pardon de t'interrompre, si je suis intéressé, tout ça, elle sera en ligne ou déjà en ligne? Je peux aller voir les Alors, le sujets? replay est disponible ce lundi, donc Génial. vous avez C'est un quelques scoop. heures à y consacrer. Ouais. On a aussi abordé la question, de faire du journalisme avec de l'IA, Mmh. notamment avec le Consortium, international des journalistes, qui sont des gens qui ont fait le traitement, des Pandora Papers, Oui, de nombreuses, du big data, quoi. voilà, choses de journalisme de données. Donc, il donnait notamment un exemple sur comment on utilise l'IA pour dépouiller des données non structurées, par exemple sur une enquête sur les dispositifs médicaux et les causes de mort liées aux dispositifs médicaux. Ils avaient plus de 5 millions de documents, donc certains des PDF, certains des mails, etc., avec une terminologie différente pour exprimer les décès. Et donc, c'est assez riche d'enseignements parce qu'ils ont donc essayé de structurer ces données et de les vectoriser pour en tirer des choses. Mmh. Et finalement, ils ont quand même été obligés de lire à la main 15 000 documents. Donc, comme quoi, ce n'est pas quand même Bien complètement sûr. terminé, mais avec des données éparses où il aurait fallu des années, il Voilà. y a quand même des outils qui sont mis en place pour lire de la donnée et finalement décoder, aller chercher des choses qui n'étaient pas structurées au départ. Et Donc, justement, est-ce qu'il y avait aussi des présentations ou des exemples d'IA générative? Parce que là, au fond, tu as beaucoup parlé d'outils qu'on connaît, de machine learning, des RAG ou des data lake. Est-ce qu'il y a aussi, depuis 1 an, des tentatives, parce qu'on sait que c'est compliqué à cause des hallucinations, avec de l'IA générative? alors oui, tout à fait, notamment, un exemple qui a été présenté par, Stanislas de Livonnière du Parisien, qui se focus sur la vidéo et notamment sur la problématique, journalistique bien classique, je n'ai pas d'image, du théâtre de guerre ou je n'ai pas d'image, sur le sujet que je veux traiter et lui, il a expérimenté à l'aide d'une combinaison, d'outils, dont il a parlé, il a donné sa recette de cuisine, pour, finalement illustrer un texte assez mythique chez les journalistes, qui est un prix Albert Londres et qui parle de la Somalie. Donc c'est le prix Albert Londres 1978, qui fait partie des grands textes qu'on apprend en école de journalisme et qu'on analyse. Et il l'a mis en image à partir des outils du marché. Et donc, je vous invite à aller voir l'intégrale, ça dure 5 minutes. Donc, c'est vraiment l'illustration à partir du texte. Donc, Mais ce sont des images générées par des moteurs de création d'images vidéo, tout à fait, des outils du marché, Sora, Runway, etc. Y avec compris la voix, y compris voilà, le la, son. la, Avec le l'ensemble. risque, là, on le voit, toutes les maisons se ressemblent. Ça ressemble à quelque chose, ça c'est des camps, effectivement, mais
à la fois, on a Alors, l'impression d'avoir des c'est une habitats. expérimentation et c'est une première. C'est vrai que, souvent, les IA vidéo ont un aspect un peu fictionnel. Oui, On saurait pas expliquer pourquoi, mais pourquoi ça nous paraît fictionnel. Mais, on pourrait tout à fait, l'alimenter avec, des images, des rédactions et avoir une couleur plus journalistique, parce qu'effectivement moins esthétique. Mais on peut tout à fait nourrir le modèle avec, des images plus journalistiques. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée on peut documenter des sujets qui ne sont pas documentés. Donc, en fait, on voit que c'est des images un peu moyennes, un peu standards. Ce qu'on a découvert, c'est paru dans la presse américaine, c'est que beaucoup des moteurs de création vidéo avaient été entraînés avec des documentaires et des sujets d'infos. Donc en fait, on retrouve une image moyenne. On a l'impression un peu que tous les Somaliens se ressemblent en étant un peu mauvaise langue. Est-ce que oui, mais c'est... quand tu compares ce qui s'est fait en 2023 avec ce qui s'est fait en 2024, il faut jouer avec la techno-vélocité, c'est-à-dire se dire Ouais, que de toute manière, on est sur une trajectoire oui. où on va arriver au résultat. Donc, Là, on sent bien que c'est l'armée anglaise qui a servi de référence avec leur casquette très anglaise. mais en plus, ce texte est très littéraire, donc C'est très littéraire. voilà, c'est pour ça qu'il se prête à la documentarisation, c'est parce que c'est un texte très écrit. Ouais. Et Donc, puis après, peut-être qu'il faut que les journalistes s'habituent ou maîtrisent mieux les outils pour justement avoir une griffe. Parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est effectivement, il suffit de mettre toutes ces images en noir et blanc avec des très forts contrastes pour partir dans une direction artistique tout à fait différente. Là, ils ont laissé quelque part Sora faire bah, sa ils ont les proposition. contraintes de Sora, des plans rapides, voilà, ils ont les contraintes d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça montre qu'il y a quelque chose à aller Oui, fouiller pour, et surtout, autant il y a une très grosse base texte dans les rédactions des grands journaux, parce qu'il y a une historicité, alors que dans la vidéo, ils en ont beaucoup moins. Donc, je pense que ce sera aussi des pistes pour les blogs et pour beaucoup de gens qui ont du son, comment dire, en mémoire. Hein. On mmh. peut penser à Radio France en particulier, qui a des bases de données exceptionnelles de son. On peut imaginer des dialogues. Enfin, en plus, comme ils ont la mémoire des documents réels, on peut imaginer des portraits, des monographies, enfin un usage, s'il est bien géré, très profond finalement du Il y a même contenu. un usage d'autocritique, puisqu'on avait la productrice de l'émission Les Pieds sur Terre, donc émission Ouais. documentaire sonore, qui s'est prêtée au jeu. Ils ont numérisé, enfin, ils ont donné à manger à l'IA, entre guillemets, 6000 émissions. Et la productrice disait qu'en fait, elle avait repéré tous les patterns et les tics Oui, qui font à la fois le sel de l'émission, mais aussi oui, ses le limites, et style, que ça l'avait vraiment choqué. interpellée, qu'elle s'était dit, il y a des choses qu'il faut bouger, qu'on fait vraiment par réflexe conditionné. Donc en fait, une utilisation extrêmement curieuse et ouverte de l'IA dans les rédactions. On est loin d'une levée de bouclier irraisonnée. Et d'ailleurs, on avait un délégué du SNJ qui fait partie finalement du mouvement, mais qui est là en vigilance par rapport aux intérêts Ah des oui. journalistes, mais qui prétend pas arrêter le mouvement, si vous voulez. Hein, donc, il y Mais a, j'ai entendu sur un podcast américain un professeur prof Galloway qui racontait que dans une des boîtes dont il est le patron, il a mis pendant le conseil d'administration une IA qui réagissait comme un administrateur. Il disait que c'était extraordinaire parce que l'IA mettait les pieds dans le plat sur des non-dits en fait. ouais. Qui font partie de et qu'il trouvait que l'exercice était vraiment enfin, intéressant, c'est-à-dire que stimulant intellectuellement et Mm, effectivement quand c'est contrôlé par des gens, en plus c'est un syndicaliste, il est légitime pour dire là ça suffit quoi. mm, C'est plus donc bah, c'est formidable en fait, ça prouve que derrière cette apparence de comment dire de d'immobilisme, mm. ça bouge énormément, même il y avait beaucoup de peur, je trouve, il y a quelques mois. Là, j'ai l'impression qu'on est dans la deuxième ou dans la troisième phase. C'est plus le déni, c'est le passage à l'acte, quoi. Bah, en fait, on est au troisième stade, c'est-à-dire qu'on a eu la découverte, on a eu l'appropriation, et puis maintenant La on est dans dépression un peu, non? Il y a eu un l'industrialisation. peu de dépression?
Oui, alors d'ailleurs, on avait une table ronde sur l'IA créative et notamment avec l'équipe du programme Prompt dont on avait déjà parlé ensemble. Et donc, le projet était né fin 2023 d'un graphiste qui a fait une grande dépression à la découverte de Midjourney et qui s'est dit, oh là là, mon Dieu, c'est fichu pour nous. Et puis finalement, ça a abouti à ce projet justement de mise en avant de ce qu'on peut faire avec l'IA en matière de fiction et d'absurde et de tas de choses qu'il aurait pas faites par ailleurs. Et notamment, il y avait un making of qui est très intéressant qui dure 20 minutes, donc je vous invite à aller le voir sur YouTube, sur comment le cheminement s'est fait, sachant que c'était très frais, hein, c'était début 2023 le projet. Donc là aussi, il y a cette histoire de techno-vélocité et le fait que Prompt est probablement déjà obsolète au moment où il sort, mais en même temps, il fait partie d'un processus créatif qui va de la création du scénario jusqu'à l'explication, la promotion du programme lui-même. Et donc, on est vraiment sur quelque chose qui marche à la même vitesse que nous et même parfois plus vite. Hein. Donc, Non, en tout cas, tu sais quoi, ça donne envie d'aller regarder tout ça, donc bravo. Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir compris ce qui s'était passé, et là, je me suis rendu compte que, enfin, en t'écoutant, que on peut encore creuser. En plus, c'est gratuit, c'est disponible partout. Donc, je tout pense à que ça fait, va c'est sur encore, YouTube et sur le site mediaenscène.com. voilà, Donc, ça si va vous avez faire quelques heures à passer, il y a pas mal de choses. Il y a aussi une table ronde avec tous les responsables IA des chaînes de télé. ouais. Voilà, donc il y a pas mal de points de vue croisés sur le rôle de la technologie qui reste quand même super central pour les médias, avec des problématiques d'investissement au Oui, oui. moment où ils sont très, très attaqués. Super, bah écoute, bravo. Et puis vraiment, enfin, ça donne envie, donc régalez-vous. En fait, il s'est passé, on parlait de YouTube, il s'est passé quelque chose de très puissant sur YouTube cette semaine en Australie. Regardons les images et on comprendra pourquoi c'est à la fois du spectacle, de la télé. Ça commence comme une représentation d'un Open de tennis comme un autre. Donc ça, ce sont les vraies images vidéo en direct. On voit que c'est les vrais joueurs. Et puis, à un moment donné, tac, on passe sur le virtuel. Alors au début, ils se sont trompés, ils leur ont mis une coupe afro. C'est du temps réel. Hein. Et puis après, ils se sont dit, ah non, il est habillé en rouge avec une casquette. Et voilà donc, on a un avatar. Et c'est là où est l'info. C'est que la télévision, cette télévision australienne n'avait pas les droits. Ils ont carrément transformé les joueurs en avatars, très oui, en copiant leur costume et tout. Il faut savoir, parce que je me suis renseigné, qu'en fait c'est un dispositif assez lourd, 12 caméras en temps réel pour reconstituer la silhouette des joueurs en capturant 29 points de leur squelette, avec un délai d'environ 2 minutes pour l'animation. Donc il y a un problème encore sur l'animation des doigts et des mains, ça se voit, parce que quand on est en gros plan, les raquettes, elles flottent, elles ne sont pas vraiment prises en main. Alors évidemment, ça a provoqué des réactions, il y a de la pub en plus, hein, vous voyez que ça a provoqué des réactions très contrastées, des gens qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, c'est n'importe quoi. D'autres qui ont trouvé ça génial, notamment les jeunes, parce qu'au fond c'est des joueurs de Wii, et comme ça correspond à ce qui se passait en réel avec 2 minutes de retard, c'était comme un jeu à regarder et c'était vrai en même temps. Mais donc c'est pas avec le feed, c'est pas avec l'antenne en direct, c'est une production à côté. C'est ça, c'est une production en parallèle et en avatar, mais qui est construite sur l'antenne. Hein, donc il faut quand même avoir le droit d'entrer dans l'enceinte sportive. En fait, ils y étaient, je crois qu'ils ont vendu les droits internationaux, et sur YouTube ça passait. Et donc ils n'étaient pas censés être en concurrence avec les feeds internationaux. Donc ils ont fait cette version décalée qui correspond à, comment dire, un décalque, on va dire, de la réalité. On a une impression de lenteur un petit peu. Oui, je pense que c'est pas le même public. Je suis d'accord avec toi. C'est surtout sur les gros plans. Je pense que c'est pas totalement au point. Mais là où il y a une nouvelle qui a surpris tout le monde, au-delà de la perception, c'est que ça a explosé les audiences. C'est qu'ils avaient l'année dernière, à la même période, 140 000 vues. En termes d'audience, les premiers jours d'événement ont enregistré plus de 950 000 vues contre la même période de 140 000. Avec en particulier un public très très jeune.
qui finalement regardent ça sur YouTube en se marrant, comme elle regarderait un match ou un truc, un jeu en fait. Et Ouais, on pourrait refaire tous les points mythiques des matchs Connors-McEnroe ou voilà. Et on voit que c'est pas, les avatars sont pas top, mais en fait, je pense qu'il y a un public de curieux. C'est un peu ce qu'on a vu l'année dernière au début du manga fait en IA. Hein, et en plus, surtout en termes comment dire, économiques, c'est très astucieux, puisqu'en fait, c'est un produit dérivé en fait. Hein, c'est un produit dérivé. Ils respectent les droits qu'ils ont vendus à l'international, du direct, de la télé, et ils exploitent un nouveau truc. Voilà. C'est léger, je pense que ça peut faire école. Je sais pas si ça va marcher sur autre chose que le tennis, parce que le tennis a quand même des particularités avec comment dire, le match qui est fixe, les avatars et tout, mais encore une fois, avec de l'IA plus musclé, et puis surtout, c'est du temps réel. Je pense pas que ça coûte enfin, ça doit coûter un peu d'argent, mais c'est un dispositif parallèle. Si ça fait de l'audience, si ça touche un autre public, en particulier des jeunes, ça veut dire qu'il y aura des annonceurs qui vont financer ce genre de choses. Et je trouve que pour la télé, et pour les télés, et pour le sport, c'est quelque chose qu'on risque de voir de plus en plus, notamment si on pense aux dispositifs en 3D qui commencent à enrichir finalement l'expérience sportive. Bah, on va avoir des trucs hybrides, rigolos, qu'on peut voir dans son salon. Et ça peut en faire partie, quoi. Voilà. Le monde avance. Oui, je pense qu'effectivement, sur les sports d'équipe, c'est plus compliqué parce qu'il faut Ah oui. coder les mouvements de beaucoup de gens, mais sur un sport individuel, ça peut marcher. Ça peut Sur la marcher. boxe. Effectivement, on peut aller chercher des moments mythiques. Peut-être que le direct lui-même, il n'est pas foufou parce que, bon, je pense qu'on perd quand même cette idée de vitesse, mais évidemment, là aussi, ça peut s'améliorer au cours du temps. Moi, Mais je en l'ai tout vu cas, sur des buts. Sur les ouais. buts, quand t'as pas les droits des buts, eh ben, tu fais un truc comme ça où on voit un peu les actions. Et pour les fans de foot ou les fans de jeu, finalement, c'est pas très différent d'une expérience de jeu, quoi. Tout à fait. Quand on est super fan de quelqu'un, bon ben, finalement, ça devient une icône et donc on n'est pas loin de l'avatar, en tout cas. Ouais, exactement. Bon, enfin, c'est Alors toujours dans le sport qu'on innove et qu'on essaye des ouais. trucs, donc Et dans les programmes adultes. oui, mais bon. Eh ben, écoute, moi, je voulais terminer sur une note, pas légère mais qui va boucler un peu notre conversation d'aujourd'hui, qui est, l'organisation, quand même d'une opposition à ces grands GAFA, alliés au pouvoir, et notamment l'initiative Free Our Feeds qui a été lancée, cette semaine. Le principe, c'est quoi? C'est un certain nombre je dirais de gardiens, du temple de la technologie, de la Silicon Valley, tels que Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, le président de la fondation Mozilla, l'ancien fondateur d'Avaz, mais aussi des célébrités comme Marc Ruffalo, qui appellent finalement le public à contribuer à une plateforme une sorte de gardien du temple de l'esprit ouvert des réseaux Des sociaux débuts. et de la Silicon Valley à ses débuts, en faisant la promotion du protocole 80, qui est donc le protocole qu'a adopté Blue Sky, qui est un protocole ouvert qui permet finalement la portabilité de son historique d'une plateforme Plateforme sociale à à l'autre. l'autre. Aujourd'hui, concrètement, quand vous voulez partager un lien Facebook avec des gens qui ne sont pas abonnés à Facebook, ça n'est pas possible. Avec Blue Sky, vous pouvez transporter avec vous les comptes que vous suivez, les comptes qui vous suivent, ce que vous avez posté, vos réactions. Et donc, c'est ça que veut promouvoir Free Our Feeds pour justement permettre de ne pas être lié. On a tous une histoire, on a tous des souvenirs sur les réseaux sociaux et finalement aujourd'hui on voit à quel point c'est difficile, y compris sur X, d'arrêter parce qu'on a tout cet historique, tout ce lien, tout ce passé finalement sur les réseaux sociaux. Donc eux, leur idée c'est vraiment de promouvoir non seulement l'utilisation de Blue Sky, mais d'autres plateformes qui pourraient se lancer utilisant ce protocole. Alors, ils ont l'intention de lever 30 millions de dollars, donc en plus de ce que Blue Sky a levé. Pour l'instant, ils ont lancé une collecte sur GoFundMe à hauteur de 4 millions.
Donc si ça vous dit de participer, à la riposte, Ouais, et à l'ouverture des réseaux, pour, finalement garder le contrôle et pouvoir changer de plateforme quand on en a besoin ou envie, c'est là que ça se passe. Je trouve que c'est intéressant. Pour l'instant, c'est oui, vrai que les opposants, on les entend pas beaucoup, mais m'est idée quand même que dans dans ce grand pays, une opposition, y compris sur le plan technologique, va se lever et va se absolument. constituer. Donc voilà une première pierre, et je trouve ça intéressant. Elle est formidable cette pierre parce qu'elle est portée par des gens incontestables. T'as pas cité, mais il y a Brian Eno. Enfin, il y a vraiment des gens qui ont montré depuis longtemps. Alors c'est des darons, hein, évidemment, mais qui ont connu cet Internet qui était finalement un Eldorado. C'était le fruit finalement des années 70 et de la Californie, enfin du rêve californien. Mmh. Et donc effectivement, ils veulent le protéger. Souvent, ils ont des positions de puissance et d'influence. Ils ont souvent été attaqués aussi parce que le patron de Wikipédia, il a été brutalement attaqué par comment il s'appelle, Musk, qui dit Mmh. que Wikipédia c'est un truc de woke, enfin voilà. Mmh. Et donc je pense qu'ils ont intérêt à riposter. On a tous intérêt finalement à riposter. Je se rapprocherai un peu de l'initiative qui a été faite en France par des chercheurs du CNRS, ça s'appelle Je quitte X, avec la même idée que tu partes de X, mais que tu transportes tes données dans un cloud. Et ça, vous pouvez aller faire hashtag Je quitte X. Vous partez de X et ils ont développé ça tout seuls. C'est une super démarche Mmh. qui consiste à dire finalement en tant que citoyen, tu n'es pas dépendant ou tributaire d'une plateforme propriétaire. Et ce sont tes données. Ce ne sont pas celles qui appartiennent à Zuckerberg, même s'il les a commercialisées, parce que tu l'as accordé pendant un certain temps, parce que tu n'as pas bien lu le contrat que tu as signé. Donc Exactement. voilà, En et fait, je tu trouve as que vendu ton âme, mais tu ne t'en voilà, souviens plus. tu t'en souviens plus, tu as signé sans réfléchir. Et je crois que c'est effectivement sans doute les belles voix dont on parlait tout à l'heure qui vont être positives dans cette situation. Pour terminer sur des notes vraiment positives, on parlait des coalitions d'entreprises ou d'individus ou de syndicats qui ont décidé de ne pas se laisser faire et qui réagissent, que ce soit en France, en Corée, au Japon ou ailleurs, au Canada. On parlait de toutes ces initiatives là qui viennent de scientifiques, donc du CNRS, des gens qui sont des chercheurs en informatique, qui ont créé cet hashtag. Juste exprès, ils ont choisi de le faire juste avant l'inauguration de Trump. Donc c'est depuis hier, ou en tout cas à partir d'aujourd'hui, vous pouvez prendre vos données de chez X et les mettre où vous voulez, et les laisser dans un cloud, et puis après les attribuer. Je ne sais pas si c'est proche de... Je vais aller voir, je vais aller essayer de contribuer moi aussi sur GoFundMe, parce que je trouve que c'est tout aussi intéressant. Moi, je dirais que la presse, j'espère, va avoir plus d'abonnements, parce que celle qui garantira justement le fact-checking, moi, je vérifierai, et je vais payer un abonnement. Je suis fier de payer un abonnement pour des journaux qui font leur job. Mmh. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut espérer aussi qu'il y ait des initiatives citoyennes, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer des abonnements, mais qui montrent qu'il y a une conscience. Et je pense que c'est aussi notre but, en fait, à travers tous ces sujets, c'est de faire que les gens ne soient pas passifs face à ce qui se passe. En tout cas, le succès que tu as eu avec Médias en scène, que tous les médias ont eu finalement collectivement, c'est quand même assez réconfortant, quoi. Ça fait du bien. Et ce qui est réconfortant, c'est on a sorti une étude sur, les abonnements et les contenus payants et les attentes des Français et les pratiques par rapport à ça. Et en fait, l'appétence pour des contenus payants est supérieure chez les moins de 35 ans que chez les plus de 35 ans. Donc, ça rend plutôt optimiste. Mais par contre, il faut avoir un rapport qualité-prix, et on est sans cesse, à justifier sa valeur, Mmh. parce que les attentes sont un peu différentes la personne qui était abonnée à vie au Nouvel Observateur, quoi. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Et puis là, en fait, il y a aussi une capacité à se désabonner très rapide, si ça plaît Oui, puis il y a pas. plusieurs abonnements. Il y a la musique, il y a le et il y a la plateforme, vidéo, il y a la presse. Certains, c'est des décisions individuelles, d'autres, c'est des décisions du foyer. Donc c'est Mmh. assez complexe finalement le processus, et c'est ça qui est passionnant. Super. Eh ben, écoute, bonne semaine à toutes et à tous. Et puis, on va continuer le combat, comme tu disais. Tout à fait, et Au revoir. mediaancienne.com pour le replay. Ah oui, oui, dès demain. Et bon appétit. Merci. Salut Salut. tout le monde. Merci.